Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une bizarrerie architecturale qu'on a probablement tous déjà vue sans forcément savoir ce qui se cache derrière. C'est une histoire assez surprenante gravée directement sur les murs de nos villes. Quand on se promène, surtout dans les vieux quartiers, on tombe forcément sur ces façades avec des fenêtres condamnées, bouchées par des briques. Alors on se dit quoi? Des rénovations qui n'ont jamais été finies? Un ancien squat? Eh bien, la vraie raison, elle est bien plus intéressante et elle nous fait faire un petit bond dans le passé. Et oui, c'est aussi simple et fou que ça. L'origine de ces fenêtres aveugles n'a rien à voir avec l'architecture ou le design, c'est purement fiscal. C'est l'histoire d'un impôt qui, pendant plus d'un siècle, a littéralement sculpté l'apparence de nos bâtiments. Alors comment est-ce qu'un simple impôt a pu avoir un impact aussi visible, au point de redessiner nos rues? Allez, on plonge au cœur de ce stratagème fiscal assez particulier. En France, son nom officiel, c'était la contribution sur les portes et fenêtres. L'idée de base était de taxer ce qu'on appelait les signes extérieurs de richesse. Et à l'époque, avoir beaucoup d'ouverture, c'était un luxe. En gros, c'était ni plus ni moins qu'un impôt sur l'air et la lumière qui entrent chez soi. En fait, c'était une manière un peu détournée de créer un impôt sur le revenu. Parce que dans la France de l'époque, juste après la Révolution, l'idée même de déclarer ses revenus était vue comme une invasion de la vie privée par l'État. C'était impensable. Le gouvernement a donc trouvé cette astuce. Il suffisait de compter les fenêtres depuis la rue. C'était simple, rapide, et ça permettait d'estimer la richesse d'un foyer sans même avoir à y mettre les pieds. Et cette idée, elle n'était pas complètement nouvelle. Les Anglais l'ont eue bien avant nous, dès la fin du XVIIe siècle. La France a juste suivi le mouvement un siècle plus tard, en 1798. Mais ce qui est le plus frappant, c'est le temps que cet impôt a duré. En France, il a fallu attendre 1926 pour qu'il soit enfin supprimé. Presque 130 ans. Voyons un peu plus en détail comment cet impôt fonctionnait au quotidien et quelles ont été ses toutes premières conséquences. Il y a une phrase qui résume parfaitement le sentiment de l'époque, elle est de Victor Hugo dans Les Misérables. C'est l'évêque Myriel qui dit « Hélas, Dieu donne l'air aux hommes, la loi le leur vend ». Ces quelques mots sont d'une force incroyable et ils montrent bien à quel point cet impôt était devenu un symbole d'injustice sociale. Le système français était d'ailleurs assez précis. Le prix à payer pour une fenêtre n'était pas le même partout. Ça allait de 20 centimes dans les tout petits villages à 60 centimes dans les grandes villes comme Paris. Donc, à revenus égaux, un citadin payait plus qu'un rural. Et pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représentait, au début du 19e siècle, dans le département du Nord par exemple, le coût annuel de cet impôt pour une famille modeste équivalait à environ un jour et quart de salaire d'un ouvrier. Ce n'était vraiment pas une somme négligeable à l'époque. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, les conséquences. Des conséquences souvent dramatiques et que personne n'avait vraiment anticipées. En fait, cet impôt sur les fenêtres a eu un effet domino terrible sur la société, qu'on peut classer en 3 grandes catégories. L'impact sur l'architecture, bien sûr, mais aussi sur la santé publique et sur le creusement des inégalités sociales. Bon, la conséquence la plus évidente, celle qu'on peut encore voir aujourd'hui, elle est architecturale. Pour payer moins, la solution était radicale, avoir moins de fenêtres. Donc on a muré les ouvertures existantes. Et certains, pour ne pas défigurer la façade de leur immeuble, ont même eu l'idée de peindre de fausses fenêtres en trompe-l'œil. Ça permettait de garder une belle symétrie tout en trompant le percepteur. C'était plutôt malin. Mais le vrai problème, c'est que cet impôt a renforcé les inégalités de manière brutale. Le propriétaire d'un château ou d'un bel hôtel particulier, lui, avait les moyens de payer pour ses 50 fenêtres et de vivre dans la lumière. Par contre, l'ouvrier ou le paysan dans sa petite chaumière était obligé de choisir entre payer l'impôt ou vivre dans le noir pour économiser quelques francs. D'ailleurs, ce chiffre rapporté par Victor Hugo est juste glaçant. Il faut essayer d'imaginer ça, plus de 300 000 familles qui vivaient dans des logements sans la moindre fenêtre. Leur seule et unique source de lumière et d'air frais, c'était la porte d'entrée. Et évidemment, de telles conditions de vie ont mené tout droit à une catastrophe sanitaire. Le manque d'aération et de lumière a fait des logements pauvres de véritables bouillons de culture pour les microbes. Les grandes épidémies de l'époque, comme le typhus ou le choléra, se sont propagées beaucoup plus facilement dans ces habitats sombres et humides. Et c'est là que des médecins, des hygiénistes, ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Ils ont été les premiers à se battre pour l'abolition de cet impôt, en faisant un des tout premiers grands combats de santé publique. Petite anecdote au passage, en anglais, il y a l'expression « daylight robbery », qu'on pourrait traduire par un vol en plein jour, pour parler d'une arnaque énorme. Eh bien, une théorie assez populaire dit que cette expression viendrait justement des protestations contre la Windows Tax. Les gens accusaient le gouvernement de leur voler, littéralement, la lumière du jour. Bon, pour finir, quel est l'héritage de cet impôt? Qu'est-ce que cette histoire nous apprend encore aujourd'hui? D'abord, il faut savoir que cette idée un peu folle de taxer la lumière n'était pas juste une spécialité française ou britannique. Pas du tout. D'autres pays en Europe, comme la Belgique, les Pays-Bas ou encore l'Espagne, ont eu des impôts très similaires. C'est pour ça qu'on peut voir des façades aveugles un peu partout sur le continent.
La suppression de cet impôt, que ce soit en 1851 en Grande-Bretagne ou bien plus tard en 1926 en France, ce n'était pas juste une petite modification fiscale, c'était une immense victoire pour les tout premiers mouvements de santé publique. C'était la reconnaissance que la santé d'un peuple dépend aussi et surtout de la qualité de son logement. Alors voilà, la prochaine fois qu'on lèvera les yeux sur une vieille façade et qu'on verra une de ces fenêtres murées, on saura ce qu'elle raconte. Ce ne sont pas juste des cicatrices dans la pierre, ce sont les témoins silencieux d'une histoire fiscale, sociale et sanitaire assez complexe. Et elle nous rappelle de manière très concrète qu'une loi, même si elle part d'une logique simple, peut avoir des conséquences totalement imprévues sur la vie des gens. Et tout ça, ça amène à une question un peu plus large. Nos villes sont de vrais livres d'histoire à ciel ouvert. Ces fenêtres murées, ce n'est qu'un chapitre. Quelles autres histoires, quels autres secrets se cachent dans les détails de l'architecture qui nous entoure? C'est une invitation en fait à regarder nos rues avec un œil un peu différent.